Salut les petits joueurs, c'est Yas. Aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui va vous faire secouer la tête en vous demandant « Mais comment ils ont pu croire que ce serait une bonne idée ?» Cette semaine, on va rire, on plonge dans l'univers des consoles de jeux les plus étranges de tous les temps. Mais avant de plonger dans ce voyage excentrique, blablabla abonnez-vous, blablabla likez, pour toujours plus de rire. Quand on parle de jeux vidéo, on pense souvent à des joyaux comme la PlayStation, la Xbox ou la Switch. Mais entre nous, l'histoire des jeux vidéo regorge de bizarreries, de choix audacieux et parfois même d'échecs retentissants. Alors aujourd'hui on va explorer 6 consoles de jeux qui ont réussi à se démarquer, que ce soit pour leur design loufoque, leur fonctionnalité farfelue, ou tout simplement parce qu'elles nous ont laissés perplexes. On va remonter le temps pour parler d'une console qui a réussi à faire tourner la tête de plus d'un joueur, et pas toujours dans le bon sens. Le Virtual Boy, le bijou ou le cauchemar de chez Nintendo. Imaginez, on est en 1995, les Spice Girls sont à la mode, et Nintendo se dit « Hey, pourquoi ne pas donner aux joueurs une expérience de réalité virtuelle avant que ça devienne cool ?» Et c'est là qu'entre en scène le Virtual Boy, une console qui ressemble plus à un casque de réalité virtuelle sorti tout droit d'un vieux film de science-fiction des années 80. Alors concernant le design, on dirait qu'un ingénieur de chez Nintendo s'est réveillé un matin et a dit « Vous savez quoi? Aujourd'hui je veux créer une console qui ressemble à un mix entre une paire de jumelles et un grille-pain. » Et voilà, le Virtual Boy est né. Mais attendez, imaginez jouer à vos jeux vidéo préférés dans une palette de couleurs qui fait concurrence à votre vieux téléviseur des années 80. Quand il perdait le signal de réception. Oui, le Virtual Boy n'offrait qu'une expérience monochrome rouge, comme si tout l'univers du jeu était en mode feu de signalisation. En plus de ça, pour jouer, il fallait poser la console sur une table et y coller votre visage comme si vous inspectiez minutieusement une feuille d'impôt. Confortable, pas vraiment. Pratique, encore moins. Et bien sûr, on ne peut pas parler du Virtual Boy sans mentionner ses effets secondaires légendaires. Certains joueurs ont rapporté des maux de tête, des nausées et peut-être même une légère désorientation spatiale. C'était comme si la console te disait « Hey, tu veux jouer à Mario? D'accord, mais prépare-toi à un voyage interdimensionnel en prime. » Bref, le Virtual Boy était une tentative audacieuse, mais peut-être un peu trop avant-gardiste pour son temps. Alors si toutefois vous êtes tenté par cette console, sortez vos lunettes de soleil parce que c'est rouge, parce que c'est bizarre, parce que c'est le Virtual Boy. On plonge dans le royaume mystérieux du WonderSwan. C'est comme si Mario avait rencontré un Tamagotchi, et le résultat c'est quelque chose de vraiment étonnant. Je sais, faut que j'arrête ces comparaisons qui n'ont aucun sens. Alors pas grand chose à dire sur le look, si ce n'est que le design a l'air d'avoir été confié à un groupe de singes déchaînés dans une confiserie. Bon, promis, là j'arrête. Concernant l'écran de cette bête, il est plus petit que mes ambitions un lundi matin, mais bon, c'était le début des années 2000, et on était tous un peu plus modestes à l'époque. Là où la magie opère, c'est dans la bizarrerie des jeux. Vous avez des titres qui vont vous faire demander si les développeurs étaient sobrement créatifs, ou créativement sobres. Mais attendez le plot twist. Bien que le WonderSwan puisse sembler étrange à première vue, son catalogue de jeux était incroyablement varié, et certaines gemmes ont trouvé leur place dans l'histoire du gaming portable. Non mais regardez, Final Fantasy, Tetris, Final Fantasy. Le WonderSwan, c'est un peu ce personnage de manga excentrique qui se démarque dans la foule. Il peut être un peu étrange, mais c'est cette étrangeté qui le rend si mémorable. Alors n'hésitez pas à sortir vos WonderSwan du placard et à embarquer pour une aventure nostalgique dans le monde unique de cette console épatante. On va parler d'une console qui a décidé de prendre une petite pause café dans le monde des jeux vidéo. L'Apple Pippin. Ou Pipin. Pipin, je pense. Le fruit défendu de la collaboration entre Apple et Bandai. Imaginez-vous dans les années 90. Apple, connu pour ses ordinateurs, s'est dit « Pourquoi ne pas conquérir le monde des jeux vidéo ?» Alors l'Apple Pipin est arrivé, à mi-chemin entre une console et un oscilloscope. Un oscilloscope où on peut jouer à Mario. J'aurais moins dormi pendant mes cours d'électronique au lycée. Parlons du prix, si les jeux vidéo sont au prix d'un cappuccino, l'Apple Pipin serait le bar tabac. Non mais c'est genre, t'achètes le bar tabac. Cette console était plus chère qu'une pizza livrée à votre porte par un livreur en smoking. Qui aurait cru qu'une petite boîte pourrait coûter aussi cher qu'un voyage à Disneyland? Concernant les jeux, eh bien l'Apple Pipin avait une ludothèque plus maigre qu'une semaine de régime sans glucides. Il y avait quelques titres, mais disons simplement que ce n'était pas exactement le Super Mario World auquel on s'attendait. La manette, eh ben c'est comme si quelqu'un chez Apple avait trouvé un clavier, l'avait plié en deux et avait dit « Bingo, ça c'est une manette !» C'était peut-être une tentative audacieuse, mais certains joueurs ont eu du mal à comprendre comment tenir cette chose étrange.
Finalement, l'Apple Pie Pin a connu un échec aussi mémorable que la première fois que j'ai essayé de cuisiner un soufflé. C'était il y a longtemps, et j'ai toujours pas réussi depuis d'ailleurs. C'était peut-être en avance sur son temps, ou peut-être que le monde n'était tout simplement pas prêt pour une pomme qui joue à des jeux. Pour conclure, l'Apple Pie Pin est comme le cousin excentrique de la famille Apple, celui qui essaye toujours quelque chose de nouveau, même si ça signifie se déguiser en console de jeu. Alors sortez vos lunettes rondes à la Steve Jobs et préparez-vous à plonger dans l'étrangeté sucrée et acide de l'Apple Pie Pin. On s'aventure avec nos chaussures de rando dans le monde où les consoles portables ont décidé de devenir nomades, ou du moins Sega l'a décidé, avec son bébé étrange et merveilleux, le Sega Nomad. Imaginez une console qui a dit adieu à la sédentarité et a décidé de prendre la route. C'est le Sega Nomad, la console qui a décidé de ne pas être confinée à la maison comme ses camarades. Elle voulait voir le monde et elle l'a fait avec style. C'était comme si Sega avait pris sa console de salon, l'avait rétrécie et avait dit « Bon, maintenant tu peux venir avec nous partout où tu veux aller ». Imaginez jouer à Sonic dans le bus, dans le parc ou même au supermarché. Le monde était votre salle d'arcade personnelle. Mais il y a un hic, la batterie du Sega Nomad était plus éphémère qu'un ratio sur Twitter. Oui, vous aviez environ le temps de dire Sonic the Hedgehog 2 fois avant que cette petite bête ne demande une recharge. C'était peut-être portable, mais la liberté avait ses limites. Parlons de la taille et du poids, le Sega Nomad était peut-être portable, mais il aurait aussi pu faire office de poids d'entraînement pour vos biceps. C'était comme si Sega avait décidé de combiner une console portable avec un haltère. Faites vos curls tout en jouant à Street of Rage, c'est un 2 en 1 que personne n'avait vu venir. Enfin, parlons de l'écran. Imaginez jouer à vos jeux préférés sur un écran qui avait plus de couleurs que la palette de Miss Golden Week. C'était comme si Sega avait décidé de lancer une fête des couleurs à chaque partie de jeu. Lumineux, vibrant, et peut-être un peu trop pour vos yeux. Le Sega Nomad, c'était la réponse de Sega à la question « Et si notre console de salon pouvait être aussi libre que Gold Roger ?» Eh bien, elle l'a fait, même si elle a dû sacrifier un peu de poids et d'autonomie pour le faire. Alors si vous êtes prêt à partir en road trip avec votre console, le Sega Nomad est là pour l'aventure. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Vous avez toujours des consoles Sega ? La Mega Drive, la Saturn, on les a oubliées celles-là? Dites-moi dans les commentaires si votre âme séguesque est toujours présente, et si Sega, c'est toujours plus fort que toi. On fait un saut dans le cosmos avec le Airzone, la perle oubliée de chez Tiger Electronics. Perle entre très gros guillemets. Imaginez un écran qui n'est pas vraiment un écran, mais plutôt une expérience holographique. Le Airzone avait décidé que les écrans réguliers étaient trop mainstream. On parle ici d'un écran qui ressemble à un mélange entre le tableau de bord du vaisseau de Freezer et un gadget de science-fiction des années 90. Pourquoi ? Bah parce que pourquoi pas. Parlons maintenant de la garantie maux de tête incluse. Oui, jouer sur le Airzone pouvait causer des maux de tête, des nausées et peut-être même une légère confusion existentielle. C'était comme si le Airzone voulait que vous vous demandiez si vous étiez toujours dans la réalité ou si vous aviez été aspiré dans un vortex de pixels. La portabilité du Airzone est quelque chose à débattre. C'était portable dans le sens où vous pouviez le tenir dans vos mains, mais c'était pas exactement ce qu'on appellerait discret. Imaginez-vous avec ce truc accroché à votre visage, ressemblant à Bardock ou Nappa, perdu dans un monde parallèle du gaming. Vous aimez les couleurs ? Eh ben, le Airzone n'est pas fait pour vous. C'était un monde où seul le rouge avait le droit d'exister. Mais qui a besoin de couleurs quand on peut jouer à des jeux sur un écran qui donne l'impression d'être projeté par un hologramme de l'espace ? Pour finir, les piles, le Airzone avait une relation amoureuse avec les piles. C'était comme s'il les dévorait goulûment et vous aviez à peine le temps de dire « je veux jouer un peu » avant qu'il ne vous supplie pour sa prochaine ration électrique. Le Airzone était la tentative audacieuse de Tiger Electronics d'apporter une touche holographique à nos vies de gamers. C'était étrange, c'était futuriste, et c'était peut-être un peu trop avant-gardiste pour son propre bien. Mais bon, au moins c'était une expérience que personne n'est prêt d'oublier. On va déterrer une pépite oubliée des tréfonds du gaming, le Mattel Hyperscan. C'est comme si Mattel avait décidé de se lancer dans la course aux consoles de jeux et avait créé un Frankenstein électronique qui est à la fois fascinant et franchement étrange. Imaginez un monde où les cartes de crédit rencontrent les jeux vidéo. Bon, c'est facile à imaginer en 2023. Le Hyperscan utilisait des cartes de jeu RFID pour déverrouiller du contenu. C'était comme si le jeu te disait « montre-moi la carte et tu pourras jouer ». Qui aurait pensé que vos économies pour vos comptes OnlyFans préférés pourraient soudainement déverrouiller des niveaux dans un jeu vidéo ? À propos du design, le Hyperscan avait l'air d'avoir été conçu par un designer spatial en pleine crise d'identité. C'est comme si une console de jeu s'était perdue dans le vaisseau de Freezer, oui, encore, avait emprunté quelques éléments et avait fini par ressembler à un gadget de science-fiction maladroit.
Mais le clou du spectacle, c'était les combats de super-héros. Vous pouviez incarner des personnages de comics et les faire s'affronter. C'était comme si Mattel avait pensé... Vous savez quoi? Les gens, ils aiment les super-héros, on va ajouter ça à notre console. Et c'est ainsi que les combats épiques sont devenus une réalité, ou du moins une tentative vaillante. Concernant la qualité matérielle de la console, le Hyperscan avait la réputation d'être fragile. C'était un peu comme si la console te disait « Je suis prête à jouer, mais mon oncle travaille à la SNCF ». Il fallait la manier avec précaution, sinon elle pouvait décider de faire grève à tout moment. Enfin, la bibliothèque de jeux, c'était comme si Mattel avait invité tout le monde à une fête, mais seulement quelques personnes sont venues. S'il vous plaît, ne me dites pas que ça arrivait qu'à moi cette merde. La bibliothèque de jeux du Hyperscan était modeste, pour rester poli, mais bon, qui a besoin de centaines de jeux quand on peut avoir une poignée de titres intéressants, non? Ouais, bon, c'est déjà ça. En conclusion, le Hyperscan était un mélange improbable de technologie qui a peut-être raté la cible, mais qui a réussi à laisser une trace dans l'histoire du gaming. Alors n'hésitez pas à sortir vos cartes bancaires et de plonger dans l'étrangeté de l'Hyperscan. Et voilà, c'était notre voyage à travers les méandres des consoles de jeux les plus étranges de tous les temps. On a plongé dans des univers parallèles avec des consoles qui ont défié les normes, flirté avec l'absurdité, et parfois même échoué avec panache. De la réalité virtuelle en rouge avec le Virtual Boy, au signe nomade du WonderSwan, en passant par la tentative cosmique de Mattel avec le Hyperscan, chaque console a apporté sa propre dose d'étrangeté au monde du gaming. Alors que certaines de ces consoles ont été des succès retentissants, d'autres ont été des échecs mémorables, mais une chose est sûre, elles ont toutes ajouté des couleurs, parfois trop de couleurs, à la palette du gaming. Et même si certaines de ces consoles étaient aussi pratiques qu'un parapluie dans le désert d'Atacama, elles ont toutes trouvé leur place dans l'histoire du jeu vidéo. Alors la prochaine fois que vous jouez sur votre console préférée, prenez une minute pour saluer ces héros méconnus du gaming. Ils ont peut-être été étranges, mais c'était cette bizarrerie qui les a rendus spéciaux. Allez, à la prochaine les petits joueurs!